Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Maxime Beaucourt, directeur technique. Il est une référence dans la région et ce que j'apprécie particulièrement avec Maxime, c'est qu'il aime, tout comme moi, démocratiser la technique événementielle pour la rendre accessible et compréhensible par tous. Alors pour une fois, Maxime ne sera pas l'homme de l'ombre, mais il sera l'homme de la lumière. Bonjour Maxime. Bonjour Cassandre. Bienvenue dans le Talk de Cassandre. Je sais que c'est une grande première pour toi ce type d'exercice. Écoute, tout à fait. C'est vrai que c'est la première fois que je fais une interview comme ça en tournage. Donc écoute, je me prête à l'exercice avec beaucoup d'entrain. Merci beaucoup en tout cas, rien que pour ça. J'avais envie qu'on discute tous les deux d'un sujet qui me semble très important et je crois que cette idée de talk, je l'ai depuis le tout début. Mon envie est qu'on essaye de démocratiser, de vulgariser la technique événementielle qui est un sujet qui est très souvent redouté de la part de nos clients. Alors, je pense que c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne savent pas du coup exprimer leurs besoins en termes de technique. Tout à fait. Donc voilà, donc l'idée de notre échange va être d'aider au maximum les personnes qui nous regardent pour que désormais, ils n'aient plus peur de parler technique. Écoute, on va faire au mieux, Voilà. Ça fait partie de mon travail, donc je vais tenter d'expliquer ça avec les mots les plus simples possibles. Parfait, allons-y et on va démarrer tout de suite avec une première question. Maxime, qui es-tu ? Écoute, moi donc je suis Maxime, effectivement, j'ai 33 ans, ça fait environ 10 ans que je travaille dans les métiers de l'audiovisuel. D'accord. Si je dois préciser, je fais ça aussi par passion. C'est ma passion depuis que je suis tout petit, donc j'ai la chance, on va dire, de faire le métier aujourd'hui que j'aime depuis que, on va dire que je suis adolescent. Et je le fais depuis 10 ans. Top. Et alors justement, explique-nous un petit peu ton parcours. Ouais, ça marche. Alors c'est vrai que le parcours il est important parce que j'ai un parcours un peu différent, on va dire, de pas mal de mes collègues. D'accord. Après, je pense que on le verra après, c'est pas forcément le parcours qui fait le directeur technique. Donc moi, en gros, j'ai fait donc un baccalauréat scientifique à l'époque. Je crois que ça a un peu changé maintenant. Les bacs, ils s'appellent plus comme ça. C'est pas très important. Et du coup, après, j'ai fait une licence en art plastique. D'accord. Avec quand même une option vidéo. Okay. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de vidéo. Mes parents m'ont mis des caméras dans les mains, ils m'ont dit de m'amuser. Je faisais un peu des montages comme ça avec mon frère, avec mes frères, avec ma famille, etc. Et c'est vrai que ça a été ma passion. Et j'avais une autre passion à côté qui était plutôt le dessin. Okay. Donc je dessinais, je faisais plutôt de la peinture et aussi du dessin numérique, c'est-à-dire avec à l'époque les premiers Photoshop, etc. Et j'ai voulu m'orienter plutôt vers un domaine art plastique vidéo. Parce que pour moi, c'était important d'avoir ce côté un petit peu artistique, mais également le côté technique. D'accord. Et du coup, je me suis inscrit à une licence à Valenciennes, qui est la licence d'art plastique, option vidéo. Il faut savoir que moi, je ne suis pas originaire du Nord à la base, quand même, je le précise, je suis originaire de la Normandie, mais du coup, j'ai bougé dans le Nord après. Okay. Et du coup, de là, j'ai fait un master en création numérique. Mon master en création numérique m'a plutôt orienté à être dans la gestion de projet, comprendre comment les projets se passent, au fait, ce que c'est un budget, ce que c'est de gérer un projet, des équipes, etc. Plutôt à l'époque dans la partie post-production et tournage. D'accord. C'est quand même important de le préciser, c'est que le master à Valenciennes était plutôt orienté sur tout ce qui était motion design, tournage et post-production. Ce qui fait que moi j'ai plutôt évolué d'abord dans ce domaine-là. J'ai eu la chance quand même pendant mes études d'aller filmer des festivals. Donc j'ai fait par exemple le Remfest en 2009, c'est un festival de métal. Tout à fait. D'ailleurs j'aime beaucoup le métal aussi. Okay. Je suis plutôt fan de métal, même si ça se voit pas aujourd'hui, j'ai pas les t-shirts, mais c'est plutôt ma deuxième passion, on va dire, à côté. Et de là après j'ai eu une première entreprise où effectivement je faisais du montage, du tournage-montage plutôt, et de la post-production, du motion design, etc. J'ai fait ça pendant 3 ans, c'était une très belle expérience. L'entreprise s'appelait donc Flying Saucer, elle existe toujours. Et de là est venue l'envie, ce que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était de communiquer avec les clients. J'aimais beaucoup le terrain. Et je voulais dire que j'étais un peu moins fan du côté derrière l'ordinateur. Tout ce qui était montage, etc., c'était un peu moins mon kiff, on va dire ça comme ça. Et les 3 ans que j'ai passé à Flying Saucer, on a filmé 2 événements à la Cité des Congrès de Valenciennes. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que j'aime faire, quoi. C'est ça, j'aime être sur le terrain, j'aime être dans le live, j'aime être dans le direct. C'était vraiment, je le ressentais en moi, c'était allier l'audiovisuel en même temps ce petit stress du live, etc. C'est ça. Donc quand j'ai quitté Flying Saucer, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de rejoindre l'entreprise qui s'appelle l'agence AV Prod. Et j'ai commencé à la base
c'est-à-dire en tant que gestionnaire de stock. Ok. Donc voilà, j'ai vraiment appris le métier comme ça. Comme je le dis, j'ai fait des études qui sont plutôt orientées post-production et artistique, ce qui fait que tu as moins la partie termes techniques. On te pose moins les questions techniques, tu vois, tout ce qui va être puissance électrique, poids, tout ce qui va être règles un peu liées à l'audiovisuel. Nous, on est plutôt dans l'arty, et on était dans l'arty en tout cas. Et du coup, j'ai appris ça sur le tas à l'agence AVProd. Et je suis passé de gestionnaire de stock à technicien vidéo, en fin de compte, après, au fur et à mesure d'apprentissage, en réal, donc derrière les régies, et après au poste que j'occupe actuellement, donc directeur technique de la partie événementielle. Beau parcours. C'est un très beau parcours, oui. Et je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ce parcours, et on aura l'occasion d'en parler après. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup, et je crois que ce parcours, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec beaucoup de personnes, et voilà. Beau message en tout cas. Tu viens de le dire, tu es directeur technique. Comment définirais-tu ton métier ? Alors, mon métier est un métier très complet. Oui. C'est aussi ce qui fait sa beauté et sa complexité, si je peux le dire comme ça. C'est qu'un directeur technique, il va être un peu partout, en fin de compte. Il va être en amont d'un projet, il va être présent pendant le projet. Et même après. Et des fois après, même si c'est du live, en fin de compte, on est quand même présent après le projet. On en parlera après pour tout ce qui va être débrief, comment s'est passé l'événement, les retours de matériel, etc. En fait, mon métier il demande une certaine expérience. C'est pour ça que je n'aurais pas pu être, par exemple, responsable technique, directeur technique depuis le début. Il faut que je sois capable d'identifier le matériel dont les personnes ont besoin, de comprendre un projet surtout, de savoir quel matériel je mets, de ce que les équipes ont besoin, donc les équipes techniques, et aussi de comprendre la salle dans laquelle je vais évoluer. Tout à fait. Tout en gardant une relation avec le client, le chef de projet souvent qui m'accompagne, parce que je ne suis souvent pas tout seul, le directeur technique n'est pas capable de gérer la globalité d'un événement. On a aussi affaire à beaucoup de prestataires différents. Et je suis un peu le maillage et le point de contact entre tous ces aspects-là, en fait. Entre le client, on va dire les prestataires plutôt techniques, la salle des fois, parce que des fois on est soit dans une salle qu'on connaît bien, des fois dans une salle qu'on ne connaît pas. Et du coup, mon rôle, c'est vraiment d'être le point d'entrée, le point de communication, comme on peut le voir, de la partie technique. Tout à fait. Et je dirais même qu'on est... Tu es mon binôme, entre guillemets, dans la création d'un projet. En tant que moi, chef de projet, voilà, on a vraiment chacun nos missions bien définies et c'est notre binôme qui va faire la réalité et la création de l'événement. Tout à fait. Et moi, j'aime bien ce terme de binôme parce que, en fin de compte, toi, en tant que chef de projet, alors des fois, tu vas intervenir avant moi parce qu'en fin de compte, tu vas prendre le brief. Mais en fin de compte, on doit. Et moi, après, la technique n'est pas mon métier. Et voilà, après, on en discute ensemble. Inversement, c'est pas moi qui vais des fois décider avec le client certains aspects de la prestation qui ne me concernent pas. Et en fin de compte, cette histoire de binôme, ça nous permet aussi d'être en synergie avec toutes les équipes et tout ce qui gravite autour d'un événement, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et dans mon souvenir, tu as quelqu'un qui est intervenu aussi en scénographie. Oui, Florine. Voilà, Florine, désolé, je me suis oublié son prénom. Et pareil, je suis amené aussi à intervenir avec les scénographes parce qu'eux, ils ont une idée de la scénographie pendant l'événement. Mais nous, techniquement, on doit pouvoir assurer après, derrière, que la scénographie est respectée, qu'on est capable techniquement de le faire et aussi de poser les holas quand ça ne correspond pas et de trouver les solutions pour que ça corresponde au mieux. Ouais, il y a tout cet univers qui gravite autour de l'événementiel qui est hyper intéressant, qui est hyper prenant. Pareil, on travaille avec des cadreurs, on travaille avec des réals, avec des fois des chefs-op qui font des fois du tournage, des fois du live. Et voilà, tu as tout ce monde qui gravite autour de ça. Et moi, c'est un peu mon rôle, entre guillemets, que chacun s'y retrouve et qu'on ait les bonnes choses au bon endroit et qu'il y ait le moins de stress possible. Exactement. Et alors, du coup, tu as commencé un petit peu à y répondre. Mais donc, le projet démarre. Quel est le process, toi ? Sur quel point tu interviens au démarrage du projet? Alors effectivement, j'y ai répondu un peu. Donc là, on va plutôt parler de l'amont de l'événement. C'est que moi, généralement, on va me consulter. On a un événement. Le client a une idée de son événement. Souvent, le chef de projet va récupérer le brief. Mais il ne va pas forcément savoir techniquement ce qu'il a besoin. Soit il va avoir déjà une salle à disposition ou pas, ça peut arriver. Soit il va avoir une idée brièvement de ce qu'il a besoin. Donc il va dire j'ai 300 personnes par exemple pour une convention avec une retransmission en streaming. Et là, il va me dire qu'est-ce qu'on met en face. Donc déjà, nous, on va étudier son besoin, on va savoir déjà quelle salle il veut utiliser. Tout à fait. Généralement, je vais faire un repérage technique. Un repérage technique, bien évidemment. C'est plutôt conseillé, notamment pour tout ce qui est accès, réseau électrique, réseau Internet, mais aussi capacité de la salle, la hauteur, la largeur. Voilà, on est dépendant de beaucoup de choses en événementiel, la luminosité. Et après, je vais voir avec lui et en fonction du budget qui est des fois alloué à son projet. Donc des fois, on est au courant du budget, des fois, on n'est pas au courant. Donc c'est à nous d'être en adéquation avec, au niveau matériel, au niveau technique, bien sûr. sur le projet, en fait.
Et si jamais il a déjà une idée très précise, par exemple de sa scénographie, comme je le disais tout à l'heure, travailler avec la scénographe, qui a dit voilà, moi je veux tel visuel à tel endroit, je veux telle retransmission dans telle salle, je veux un écran de diffusion, j'en veux 2. Des fois ils ont une idée, ils pensent qu'ils connaissent, et des fois on essaie d'adapter aussi en fonction de ce que nous on estime nécessaire. C'est aussi mon rôle de dire là par exemple ce que vous voulez ça va peut-être pas correspondre, par exemple vous voulez un écran en plein milieu de la scène mais en fait vous allez être devant du coup on va rien voir. Tout à fait. Et ben c'est à moi de vous dire bah non vous allez peut-être plutôt mettre 2 écrans sur les côtés. C'est un exemple simple mais en fait on est là aussi pour conseiller sur le simple et sur le compliqué au fait. Tout à fait. Et je crois qu'on en parlera peut-être après mais aussi c'est à moi de simplifier aussi la partie langage technique. C'est-à-dire que les clients généralement bah, ils n'ont pas un bagage comme nous, ils n'ont pas fait d'études là-dedans et c'est à moi de venir mettre des mots techniques sur des mots des fois qui sont plus du domaine familier, ce qu'ils ont pu voir dans la vie courante ou dans leurs entreprises au fait. Et de le traduire à des techniciens qui eux ont vraiment la partie technique, ont fait un BTS, etc., qui sont vraiment spécialisés là-dedans, les sondiers, les cadreurs, etc., les réals. Et donc c'est ce rôle aussi d'interprétation, on m'attend beaucoup là-dessus au fait. Et de rassurer, et voilà, en fait le maître mot de la conversation ça va être de rassurer les gens en fait. Oui, complètement. Rassurer le client, rassurer les équipes, enfin voilà, tu es vraiment le liant un peu de toute cette partie technique de l'événement. Exactement. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'être. Et en tout cas, si moi, de mon côté, je commence à stresser ou je commence à m'emmêler les pinceaux, etc., ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Hein. Ça, c'est ce que je rappellerai aussi tout à l'heure. J'ai la chance de ne pas travailler tout seul. On l'a déjà dit avec l'histoire du binôme, mais en fait, moi, je ne suis jamais tout seul. Je suis toujours avec des techniciens que je vais consulter. Je connais mes équipes. Je sais avec qui je vais travailler. Quand je ne connais pas la personne, généralement, je vais parler aussi avec le technicien parce qu'on parle beaucoup du client, mais en fin de compte, il y a de l'autre aspect aussi. Et moi, je vais me renseigner aussi auprès des équipes techniques avec qui je vais travailler. Pour moi, c'est hyper important de savoir avec qui je travaille, s'ils ont les moyens ou pas de travailler, et de pouvoir restituer la meilleure prestation possible à notre client. Donc là, on vient de voir toute la partie en amont. Donc il y a le brief client, il y a le repérage technique. Tu vas du coup, suite à ça, travailler des plans avec le scénographe. Tout à fait. Et une fois que ces plans sont présentés et sont validés par le client, qui du coup, toi, tu as traduit ses besoins que l'on a projetés par plan pour lui permettre à lui de visualiser, il dit ok, bon bah voilà, donc on part là-dessus. Toi maintenant, que fais-tu ? Alors, une fois que c'est fait, on va partir plutôt dans la partie, comment je vais appeler ça, manutention ou en tout cas logistique. Ouais, tout à fait. Voilà, moi je vais faire une liste de matériel qui est nécessaire. Donc généralement je connais déjà à peu près vu qu'on a déjà établi les plans, hein, forcément ça nous aide. Et je vais établir une liste de matériel en concordance avec le projet qui a été accepté. De là, c'est moi qui vais gérer quel camion on utilise, à quelle heure on l'envoie, comment, on passe par où, enfin c'est bête, mais tout ça, les accès, et à quelle heure on installe, combien de temps on va mettre pour installer, parce que c'est hyper important, même si on l'a souvent défini avant, et toute la logistique qu'il y a autour de ça. Et la logistique, c'est pas que avant et pendant l'événement, c'est aussi après. On l'oublie souvent. On l'oublie souvent, et c'est normal parce que souvent les clients soufflent après l'événement, mais nous, notre travail n'est pas fini. Le démontage, le rangement. Exactement, jusqu'au stock, des fois les stocks des différents prestataires où on doit rendre un matériel quand même en bon état. Bien sûr. Donc le but, c'est que moi, j'assure toute cette chaîne de production en fait. Et j'ai envie de dire, un événement est réussi à partir du moment où tout le matériel est rendu et qu'on me dit, voilà, tout a été rendu parfaitement. Et moi, mon travail, il est fait au fait. Parce que je dois assurer aussi auprès des prestataires techniques, donc ceux qui nous louent le matériel, que tout rentre parfaitement. Donc c'est aussi mon travail. Et alors, comment tu cherches, entre guillemets, ou j'imagine qu'à force de pratique, tu as l'habitude de t'orienter chez tel ou tel prestataire parce que tu connais ses stocks, etc. Alors, les stocks, on ne les connaît pas forcément à l'avance. On sait que des fois, il y a des périodes de rush, donc c'est des périodes qui sont un peu plus compliquées pour les se fournir. Mais voilà, moi, ça fait quand même un moment que je fais ce métier-là. Donc, on a la chance, en plus, dans le Nord, et je le répète souvent, d'avoir une constellation de loueurs, de prestataires. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec Live, avec Feeling Music, XXL Organisation, enfin voilà, il y en a beaucoup qui louent. Après, il y a des prestataires sur la France, Novelty, je pense à eux, ou même en Belgique. Bien sûr. Par contre, nous, avec la proximité, AED par exemple, qui sont des loueurs assez connus. Et du coup, souvent, j'appelle, tout simplement, je demande si le matériel est disponible. Je vois aussi, parce qu'il arrive des fois que les agences soient aussi équipées en matériel. Oui. On pourrait prendre l'exemple de l'agence AEPROD parce que c'est là où je travaillais. Tout à fait. Nous, on avait un stock de matériel. Ce qui se passait, c'est qu'on n'avait pas tout. Et du coup, on allait appeler… on complétait le matériel avec d'autres stocks et avec des loueurs. Et ça, c'est aussi une gymnastique parce que tu dois pouvoir prendre le matériel au bon moment et le rendre au bon moment. Pareil, je prends l'exemple de Live, il peut avoir plusieurs prestations et du coup, il faut le rendre à une certaine heure. Donc, il faut dire au logisticien, faut que tu sois arrivé à telle heure parce qu'ils en ont besoin après. Et c'est toute une synergie que
j'aimerais bien l'évoquer si tu veux bien, qu'on doit avoir avec l'ensemble de la chaîne et pas seulement pour nous en fait. Moi j'estime qu'on travaille, je l'ai dit tout à l'heure, que mon travail est bien fait si j'ai réussi à rendre en temps et en heure mon matériel parce que j'ai pas mis en porte-à-faux après mon fournisseur en fait par exemple. Et moi je travaille beaucoup comme ça avec beaucoup de communication en fait en fin de compte. Je communique beaucoup avec le client pour son événement. Son événement, c'est la partie la plus importante, mais aussi avec tous les prestataires avec qui je peux travailler. Parce que c'est cette relation de confiance qui est importante, en fait. On n'est pas juste isolé dans son coin. En fin de compte, on va dire, ah bah non, tel fournisseur, il est dans son coin, l'autre, il est dans son coin. Non, moi, j'estime qu'on est un peu tous là pour communiquer. On se bataille des fois sur des projets, c'est normal, ça nous arrive. Mais on est aussi là pour travailler en synergie avec… et la synergie du Nord, pour moi, est une belle représentation de… voilà, on peut faire des choses ensemble, on peut travailler ensemble. On peut des fois se tirer la bourre aussi, mais on peut travailler ensemble. Et moi, j'aime beaucoup, je le redis, travailler dans le Nord pour ça. Tout à fait, c'est vrai. Et du coup, parlons maintenant de l'équipe d'un événement, puisqu'on a souvent tendance à dire un événement égale une équipe. Tout à fait. Donc, c'est aussi dans tes missions de créer ton équipe qui va intervenir. Comment fais-tu? Alors, généralement, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va mettre une équipe, généralement les techniciens qu'on choisit, ils vont correspondre à la prestation qu'on va avoir. Donc, c'est-à-dire que, en fonction, par exemple, je dis une bêtise, ça va être un concert, imaginons, tu peux très bien avoir des prestations où tu as une intervention de quelqu'un, puis après un concert, un groupe de musique qui va intervenir. On va choisir un technicien au son qui a l'habitude de sonoriser des groupes de musique, par exemple. Inversement, si on a une réal avec plus ou moins de caméras, on sait qu'il y a des personnes qui préfèrent être avec des dispositifs plus petits parce qu'ils ont peut-être moins d'expérience, ils viennent de sortir d'études, ils viennent de débuter dans le métier. Et d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience dans le métier, qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, et eux, ils vont avoir l'habitude de travailler avec 10, 5, 6, 7 cadreurs, je ne sais pas. Voilà, ça va dépendre aussi de la maturité professionnelle. Si on est des grosses équipes, c'est bien aussi d'avoir une équipe qui est en synergie, qui a l'habitude de travailler entre elles. Ce n'est pas toujours possible, malheureusement. Et donc là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va généralement prendre des techniciens qui ont de la bouteille un petit peu, je les appelle comme ça, souvent c'est les piliers, je les appelle comme ça, de la technique. Et après, on va mettre avec eux des techniciens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, mais qui vont être drivés par ces techniciens-là. Tout à fait. Je ne suis pas le seul j'estime, à pouvoir driver des personnes. Je suis là pour être sûr que je mette de l'huile au bon endroit si jamais ça grippe. Mais après, les gens savent aussi se gérer entre guillemets entre équipes parce qu'il y a un niveau qui est souvent adéquat entre chaque technicien. On essaie de faire ça, je ne dis pas que c'est toujours possible. Et le but, c'est que les techniciens ils soient là pour… alors quand je dis le plus transparent possible, c'est que les clients ne ressentent pas qu'il y a un moment de flottement ou un moment où on ne sait pas ce qu'on fait au fait. Et c'est à partir de là où moi j'interviens. C'est d'être sûr que tout fonctionne bien, que les techniciens savent ce qu'ils ont à faire et savent avec qui ils travaillent et comment ils travaillent. Et ça, c'est hyper important. Donc, et l'équipe, après, j'ai envie de dire, il y a des moments où c'est des fois le client qui l'a choisi, mais ça, c'est un peu différent. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Je préfère en parler parce que tu as peut-être déjà eu le cas, c'est que, par exemple, on va faire une prestation une première fois avec un client et ça se passe très très bien. Et ils veulent la même. Exactement. Donc, la plupart du temps, on essaie de mettre la même, mais des fois, c'est pas possible. Et là, c'est notre rôle de dire, j'ai envie de dire, peu importe le technicien qui sera en face, en fait, vous aurez le même niveau de technique, d'accompagnement et de résultats. Mais on sait que des fois, ils ont leur chouchou et du coup, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre à la place. Et après, l'équipe technique, c'est des fois pas moi, si je dois finir là-dessus. Des fois, c'est choisi soit par l'agence avec qui je travaille, soit c'est choisi aussi par exemple, avec Prod, c'était choisi par le chef de projet. D'accord. Voilà, donc ça va dépendre aussi du fonctionnement des agences. On va des fois me demander mon avis, des fois on ne me le demandera pas et moi j'ai plaisir à travailler avec n'importe qui. Donc voilà, si c'est pas moi qui choisis, ça ne me pose aucun problème, mais je vais donner quand même mes conseils. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tout à fait. C'est hyper important parce que forcément, si je vois qu'il n'y a qu'une équipe de personnes qui ont un an d'expérience par exemple, sur le vélodrome de Roubaix ou sur le grand stade de Lille, bon là, je vais me dire il y a quand même un problème. Donc voilà, c'est mieux. Je préfère quand même être tenu informé des techniciens qui vont être mis et j'ai aussi, forcément, je connais quand même pas mal de techniciens maintenant. Et j'ai forcément l'habitude de travailler avec pas mal de techniciens aujourd'hui. Donc, tout à fait. Voilà, ça se passe, ça peut être vu de plusieurs façons, mais voilà, j'ai quand même mon mot à dire dans ce type de choix de technicien. Ouais, quand même, un minimum. Et justement, du coup, l'équipe, tu la rencontres en amont? Il y a une période de brief d'équipe technique? Tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, généralement, ce que je fais, c'est j'ai toujours un brief par mail qui va partir. C'est-à-dire que les techniciens, ils n'arrivent pas sur place sans savoir quoi faire. Donc, ils vont recevoir un brief avec les plans, avec ce qu'ils doivent faire, leurs horaires aussi, parce que c'est hyper important. Et puis, des fois, en plus, on travaille en double équipe. Du coup, il faut savoir qui va prendre le relais. Des fois, celui qui installe, ce n'est pas forcément celui qui exploite. Donc, il doit être au courant de ce qu'il doit mettre en place et pour le prochain, qui doit pouvoir utiliser le matériel. Donc, il y a un brief technique par mail qui est fait. De temps en temps, j'appelle aussi
C'est pas forcément obligatoire, mais pour faire un point avec la personne, être sûr que le projet il a bien tout compris. Souvent il reçoit la liste de matériel, est-ce que tel matériel tu le connais? Si oui et non, soit je lui explique si c'est du matériel que je connais, soit on débriefe un peu le matériel, on lui explique un petit peu. Je peux lui dire aussi d'appeler un autre technicien, parce qu'en fin de compte, ils se connaissent aussi entre eux, ils savent parler entre eux, ça faut pas l'oublier. Et du coup, après, il y a un brief sur place. Et ça, il est hyper important, c'est de savoir à qui ils doivent s'adresser. Bien sûr. Parce que par mail, c'est bien, mais en fin de compte, on ne rencontre pas. Des fois, les gens ne me connaissent pas. Et du coup, ils doivent savoir qu'ils peuvent s'adresser à moi. C'est moi qui vais faire le brief technique. Généralement, le chef de projet est aussi présent avec moi. Comme ça permet aussi, lui, de rajouter des choses que moi, j'aurais pu habiller, qui sont un peu à côté de la partie technique. Voilà, on reparle de l'histoire du binôme de tout à l'heure. Et après, sur la presta, je les accompagne. Je les accompagne soit sur l'ensemble, je crois qu'on voulait en parler tout à l'heure, soit sur l'ensemble, soit que sur l'amont, c'est-à-dire l'installation. Ça commence, c'est parti. Bon là, entre guillemets, mon rôle s'arrête là, en tout cas jusqu'à ce que la presta se finisse. D'accord. Et je peux des fois revenir sur le démontage. C'est moins souvent quand même, parce que le démontage, ils savent quoi faire généralement. Mais voilà, ils sont en tout cas accompagnés jusqu'au premier top. Ok, oui. Et après, c'est parti. Au moins le lancement des festivités. Exactement. Et si on me demande de rester sur place, évidemment que j'ai grand plaisir à rester sur place. Oui, tout à fait. Et comme souvent dans les événements, on peut avoir des imprévus. Comment les gères-tu? Avec un très grand calme et un très grand sourire, surtout quand on a plusieurs qui arrivent en même temps, ça peut arriver. Je le dis toujours, les imprévus, ça arrive en événement. Je le vois depuis, on va dire que quand j'ai débuté, je me suis fait une montagne de tous les imprévus qu'on pouvait avoir. Évidemment qu'il faut savoir les gérer, il ne faut pas les laisser passer, mais moi c'est vraiment ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre l'imprévu, soit un matériel qui tombe en panne, soit peut-être quelque chose qu'on n'a pas mis, qu'on a oublié, parce que ça peut m'arriver aussi, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas fait attention correctement au brief, et l'erreur est humaine, et du coup il faut savoir y répondre. Donc ramener un matériel par exemple, soit qui a été cassé, soit qui a été oublié. Un problème de technicien, ça peut nous arriver aussi qu'un technicien il tombe malade, il ne soit pas en forme, il lui avait quelque chose la veille, il faut en trouver un autre. Et généralement, tout ça, ça doit se passer avec la discussion en fait. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je le dis à mes techs, je le dis aussi aux clients, dès qu'il y a quelque chose, venez me voir, on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions à apporter. Et généralement, après, ça roule. Donc voilà, c'est de savoir anticiper aussi. Et ça, j'ai envie de dire, ça se fait beaucoup avec l'expérience. Oui. En fin de compte, ce métier-là, il est fait de cas qu'on a pu rencontrer avant. Et un cas que moi, j'ai vu plusieurs fois, forcément, je vais savoir le traiter plus vite. Peut-être que quelqu'un qui ne l'a pas vu ou c'est la première fois qu'il le voit. Ça, pour le coup, je dirais que mon métier, quand même, c'est important pour les gens qui nous écoutent. C'est un métier où il faut avoir un peu d'expérience. On peut pas, l'événementiel, c'est fait d'imprévus. Et les imprévus peuvent être récurrents, on a l'habitude de certains, mais il y en a, on ne les prévoit pas. Et si on reste tétanisé face à l'imprévu, c'est la pire chose qu'on peut faire. C'est que si un client vient me voir et je lui dis, je ne sais pas quoi faire. Ça ne le rassure pas encore. Ça ne le rassure pas. On peut très bien lui dire, écoutez, c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, mais par contre, je sais à qui je vais m'adresser, je sais comment je vais résoudre le problème, et on revient vers vous dans 5-10 minutes, on lui donne un timing. Là, il va se dire, au moins, on me donne un timing et je vais avoir peut-être ma réponse dans 10 minutes, ou en tout cas une solution à m'apporter à un problème qu'on a pu rencontrer. Et moi, je travaille souvent comme ça, en fait. Et surtout pas dans l'énervement. Si je suis le premier à m'énerver, et ça ne m'arrive pas normalement, c'est que j'ai loupé ma mission. Voilà, j'ai une mission je l'ai dit, je pense beaucoup de fois, de rassurer les gens. Très bien. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, non, carrément, carrément. Et du coup, alors tu l'as aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, mais donc l'événement est terminé. On arrive sur la partie donc démontage. Donc là aussi, alors comme tu pouvais l'expliquer, c'est soit la même équipe qui était présente lors de la prestation qui démonte. C'est ça. Il peut y avoir aussi du coup une autre équipe qui intervient. Et après, il y a toute cette phase de l'après-événement. Qui est tout aussi importante. Exactement. Alors juste pour revenir sur la partie démontage, parce que des fois les clients nous demandent pourquoi vous faites des doubles équipes ou pourquoi il y a plus de personnes au démontage. En fait, on a des taux horaires aussi à respecter. Bien sûr. On ne peut pas faire travailler une équipe 14 heures de suite sur des gros événements, c'est compliqué. Donc généralement, pour rappeler un peu les bases, c'est que généralement il y a une équipe qui va installer, une équipe qui va exploiter, et des fois une autre équipe qui va désinstaller. Ou alors c'est l'équipe du matin qui revient après derrière. Donc des fois, on fait de la pédagogie autour de ça, et mon métier il est aussi très pédagogique en fin de compte d'expliquer que quelqu'un qui va travailler 14 heures, il va peut-être pas être au taquet tout le temps pendant la presta, il va avoir des baisses, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir de la fatigue musculaire mais aussi mentale. Et du coup, on ne peut pas se permettre de louper un événement parce que quelqu'un est fatigué. Donc dans certains cas, on a des doubles équipes, même dans beaucoup de cas généralement, et dans d'autres cas où la presta dure, on va dire 7 heures entre l'install, l'exploitation et le démontage, ça peut rester la même équipe parce qu'en plus, il y a peut-être des contraintes de budget, il y a des contraintes de matériel, il y a des contraintes de place, etc. Donc voilà, nous on essaie toujours de s'adapter autour de ça et de faire
quand je dis nous, c'est souvent les agences, des gens comme toi et moi, de faire de la pédagogie autour de ça, parce que ça doit aussi expliquer notre tarif, notre coût aussi, parce qu'on a un coût, hein, on le sait très bien, on en est conscient pour les événements, et on doit pouvoir répondre à ces questions-là et être pédagogique autour de ça. Moi, je fais beaucoup de pédagogie autour de la technique. Tu l'as dit au début du talk, c'est quelque chose qui fait peur en fin de compte aux personnes, parce que je pense qu'ils ne maîtrisent pas. C'est comme nous avec notre voiture, tu vois. Moi, je ne suis pas très mécanicien. Bizarrement, je ne suis pas mécanicien, alors que je fais de la technique audiovisuelle, mais ça n'a rien à voir en fin de compte. Et moi, j'ai toujours un doute de me dire, est-ce que ce qu'il me raconte, c'est vrai ou pas, tu vois. Je vais prendre l'exemple de la voiture, parce que je pense que c'est l'exemple qui parle à tout le monde. Tout à fait. Mon travail, c'est de faire le travail du mécanicien, de vous dire, faites-moi confiance. Parce que au fait, c'est ça qui ne va pas dans votre voiture. Moi, je vais dire c'est ça qui doit aller dans votre événement ou qui ne va pas aller dans votre événement en fait. Donc c'est vraiment notre rôle à nous de faire ça. Et du coup, j'en viens au dernier point que tu évoquais, c'est l'après-événement. Oui. C'est-à-dire que l'événement est fini. Bon, généralement, on constate sur place si ça s'est bien passé ou pas. Hein. Généralement, la plupart du temps, heureusement, ça se passe bien. Mais il peut toujours y avoir des points de friction sur certaines parties, sur des points d'amélioration surtout. Et du coup, c'est notre rôle de débriefer. Moi, je fais souvent un débrief avec les techniciens. Oui. C'est parce que j'ai besoin de débriefer avec eux. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce que moi, j'ai constaté aussi qui pourrait être amélioré ? Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour améliorer les choses ? Soit rajouter, soit retirer du matériel aussi en fonction de la prestation. Et après, refaire un débrief avec le client. Parce que des fois, le discours entre la partie technique et la partie client peut être en adéquation. Un technicien va te dire que ça s'est très bien passé, un client pourrait te dire l'inverse, et dans l'autre sens, c'est aussi vrai. Sûr. Et c'est là que tu dois faire le dialogue entre les deux. Donc, où tu dois dire, non, en fait, ça s'est bien passé pour tous les deux. Et en fin de compte, c'est parce que chacun a sa vision différente de la partie de la prestation. Donc mine de rien, moi j'attache une grande importance aussi à ce que les techniciens soient, alors je vais dire satisfaits, je ne sais pas si le terme est correct, mais qu'ils soient à l'aise pour travailler. Oui, qu'ils aient pris plaisir à faire la prestation. Tu vois. Et c'est des détails, mais c'est sur avoir du bon matériel, avoir le matériel qui fonctionne. Le catering, voilà, on est obligé d'en parler, mais même si c'est pas forcément moi qui gère cette partie-là, mais un technicien satisfait, c'est un technicien qui mange bien. C'est vrai. Donc n'oubliez pas ça. Si vous mettez un petit sandwich triangle à votre technicien, il sera sûrement moins content que s'il a un petit catering un peu plus intéressant. Voilà. Et on a tendance des fois à oublier ça. J'ai eu le cas cette semaine, donc je le reprécise, c'est qu'il ne faut pas, les techniciens c'est des humains comme nous. Et ce n'est pas des machines. Et encore une fois, sans eux, on ne fait pas un événement. Sans eux, il ne se passe rien en fait. et je leur dis, ils ont une expertise, ils font un métier qui est difficile, mine de rien, qui est stressant. Je parle de l'événementiel, mais ça va plus loin dans les métiers de l'audiovisuel. Hein. On ne se rend pas compte de la pression qu'on peut avoir dès qu'on appuie sur un bouton, dès qu'on lance le rec, dès qu'il y a du son, il y a un petit truc qui ne va pas. En fait, les techniciens sont toujours là pour être… on ne doit pas les voir, mais quand il y a un problème, ils doivent être là. En fait. Ouais. Et c'est mine de rien une pression qui est assez importante et je pense qu'il est important de savoir les remercier aussi quand ils font ça. Et on ne s'attend pas toujours à avoir des grandes poignées de main, des grands merci, etc. Attention, hein, mais il faut juste être… Moi, j'aime bien qu'on soit conscient de ce que fait le technicien et ce qu'on fait nous, on va dire, dans les backstage. Et quand c'est bien fait, il faut savoir le reconnaître. Tout à fait. Pour terminer notre échange, j'avais envie qu'on finisse par un petit jeu. Allez, l'idée, c'est que je te donne 2-3 mots et que tu nous expliques ce qu'ils signifient. Ça marche. J'espère que je ne ferai pas d'erreur. Ça devrait aller. J'espère. Alors, on entend souvent l'expression « à cour ou à jardin ». Tout à fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'historique forcément de cour et jardin, mais en fait, on l'entend souvent à la base au théâtre. Oui. Donc, c'est un terme qui a été fait au théâtre pour savoir de quelle partie de la scène on parle. Et en fait, je vais vous donner un exemple. Quand on dit je suis en face de la scène, je dis va à droite. En fait, le technicien qui est en face de moi, il est dans l'autre sens. Exactement. Du coup, c'est pas sa droite, c'est la mienne. Du coup, comment on fait pour se comprendre? Du coup, on utilise cour et jardin parce que cour et jardin, ça correspond toujours au même endroit de la scène. Pour vous donner un exemple, moi je le prends toujours comme ça, c'est quand je suis sur la scène, le côté cour, c'est le côté cœur. Moi, je le fais comme ça. Le cœur souvent est à gauche et du coup, jardin, je sais que c'est de l'autre côté. Donc, quand je suis dans l'autre sens, je sais que c'est inversé. Donc, je sais que le côté cour, quand je suis en face de la scène, il sera à droite et le côté jardin, il sera à gauche. Ouais, moi, j'ai le mémotechnique Jésus-Christ. Oui, aussi. Voilà, bon. chacun ses petits. Chacun ses trucs. Voilà. Mais tant qu'on s'y retrouve. Moi, on m'a appris comme ça, du coup, j'ai retenu comme ça. Donc, voilà. Allez, deuxième mot, une gamelle. Alors, une gamelle, ce n'est pas un plat. Ce n'est pas un plat, ce n'est pas ce qu'on donne à ses animaux, Exactement. etc. Il ne faut pas penser à ça tout de suite. Dans une gamelle, en fait, c'est un projecteur. À la base, c'est un projecteur, on va dire, avec une lumière incandescente, une ampoule incandescente. Maintenant, c'est l'ampoule LED à l'intérieur. Voilà, une gamelle, on parle d'un projecteur, en fait. Tout à fait. Pointe la gamelle par là, c'est-à-dire pointe le projecteur par là, en fait. Exactement. Mais c'est des termes qui sont pas mal aussi utilisés au théâtre. Tout à fait. Il y a beaucoup de nos termes qui viennent du théâtre, en fin de compte. Et enfin, du coup, le synthé.
Eh ben écoute, le synthé, ce n'est pas un instrument de musique. Bizarrement, pour nous en régie, non, c'est plutôt. Alors, on va avoir un titrage, on appelle ça aussi un titrage. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs au début de la vidéo. C'est quand il y a notre nom, notre prénom qui apparaît avec notre fonction. Donc, si les gens regardent les infos, ils en voient souvent sur les différentes chaînes de télé. On a le nom et le prénom et la fonction de la personne. Et donc, c'est ce qu'on appelle nous un synthé chez nous. Super, merci beaucoup Maxime de nous avoir parlé de ton métier avec passion, ça se sent. Écoute, merci à toi, j'espère que j'ai réussi un peu à démystifier ce métier et puis voilà, il ne faut pas en avoir peur, on est là pour accompagner les personnes qui ne sont pas forcément experts là-dedans et je pense que c'est notre travail à chacun de pouvoir accompagner au mieux sur la technique. Trop bien. Dernière petite question. Allez, vas-y. Elle n'était pas prévue celle-ci. Attention, je m'attends à tout. Quel est l'événement auquel tu rêves de participer ? Ah, alors là, pour le coup, je sais exactement auquel je veux participer, c'est le Hellfest. Ok. Voilà, mais dans la partie orga, du coup ? Non, pour le coup, dans la partie... Alors, je rêverais évidemment de faire la partie technique. Alors, chez eux, ils ont déjà une personne en interne qui le gère. Non, ce que je rêverais, c'est d'être sur la main stage en réal et de pouvoir faire la réal pour... Alors, c'est Arte Concert qui fait, la retransmission du Hellfest. Mais j'ai toujours dit qu'il y a au moins une fois où je ferai le Hellfest en tant que technicien, en tant que soit accompagnant technique, soit en tant que technicien. Et là, pour le coup, c'est vraiment une presta que je souhaiterais faire dans les années à venir. Le message est passé. J'espère, écoute. On s'y retrouvera avec grand plaisir. Merci beaucoup Maxime. Merci à toi. Et puis à très vite sur un prochain événement. À très bientôt Cassandre. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Partagez, commentez, parlez du talk et à bientôt.